moi je suis là aujourd'hui donc pour vous présenter les résultats de cette étude sur les pratiques de mécénat d'entreprise en Belgique. Alors comme on l'a déjà dit, ça a déjà fait l'objet d'une première enquête en fait, qui date de mars 2019, une première collaboration avec Prométhea. C'était déjà moi qui avais eu l'honneur en fait à cette période-là de travailler du coup avec Sabrina aussi. Donc c'est un duo voilà, qui perdure dans le temps. Cette première enquête avait été confiée par Marché Public à Sonecom, puisqu'il s'agit bien d'une enquête auprès d'un nombre important d'entreprises. Et donc, c'était une enquête téléphonique. Et donc, cette partie-là a été sous-traitée. Et toute l'analyse des données, nous l'avions fait également ensemble avec Prométhea. Alors, ces premiers résultats avaient été présentés en novembre 2019 au symposium de Prométhea. La vidéo existe toujours, je pense, voilà, sur les tendances qui étaient observées à ce moment-là. Et puis, 6 ans plus tard, effectivement, on décide de pouvoir renouveler cette enquête pour justement, à un moment donné, pouvoir voir si les tendances qui étaient celles de 2019 se confirment et vers quoi on va, si ce n'est pas le cas, en fait, voir ce qui a changé aussi depuis 2019, puisque nous n'êtes pas sans savoir que le contexte économique a été aussi très bouleversé ces dernières années. Alors, si ça ne passe pas, ça va être problématique. Voilà. Alors, au niveau de la méthodologie d'intervention, donc ici, à des fins de comparaison, évidemment, par rapport à l'enquête de 2019, il y a eu une reprise au maximum à l'identique, évidemment, des questions précédentes, de manière à pouvoir justement faire des comparaisons. Et il y a également une nouveauté qui a été d'essayer de pouvoir clarifier, autant que faire se peut, puisqu'il n'y a toujours pas de cadre légal pour le mécénat, de clarifier un peu les pratiques mécénat, sponsoring, voilà, pour essayer quand même d'affiner cette distinction, voilà, autant que faire se peut. L'année de référence est 2025 pour l'ensemble des questions, mais il y a des questions également qui portaient sur 2026. L'enquête a eu lieu plutôt 2025. Alors, sur le périmètre de l'étude, donc on a interrogé les entreprises qui avaient le siège social en Belgique ou au moins un siège d'exploitation, qui était le critère pour rentrer dans l'enquête. Et on a, par rapport à l'enquête précédente, élargi le champ d'observation, c'est-à-dire qu'on est descendu sur les entreprises qui avaient minimum 5 équivalents temps plein. Pourquoi cette décision? L'idée était de pouvoir davantage aller vers des entreprises aussi qui sont à la fois largement représentées dans le tissu économique, mais également au sein des membres de Prométhea. Donc c'était intéressant d'aller aussi vers cette catégorie d'entreprises. Ce qui veut dire aussi, évidemment, que dans les comparaisons qui auront lieu, il faudra évidemment avoir cette petite attention-là, qu'évidemment le périmètre a un peu changé. Et donc, on sera attentif, évidemment, on ne va pas sortir des grosses conclusions de facto. Voilà. L'idée, c'est d'aussi un peu faire attention sur ce périmètre qui pourrait, à un moment donné, mais ça on le dira, influencer ou non, évidemment, les tendances qui seront observées. Alors l'objectif à atteindre, c'était d'avoir un minimum de 600 entreprises pour rester comme la fois dernière et que cet échantillon d'entreprises soit représentatif à la fois sur l'activité, sur la taille de l'entreprise, mais également évidemment sur la localisation géographique à l'échelle régionale. Et donc cet implant d'échantillonnage qui a été mis en place par Dedicated, qui a réalisé cette enquête cette fois-ci, qui a décidé en fait de faire un plan d'échantillonnage stratifié et non proportionnel. Alors je ne vais pas vous donner un cours de statistique aujourd'hui, loin de moi l'idée, mais l'idée en fait c'est quoi? C'est de pouvoir suréchantillonner, c'est-à-dire donner une importance plus grande à une partie en fait de l'échantillon, et ici en l'occurrence à Bruxelles et en Wallonie, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la répartition des entreprises, évidemment si on était resté sur la répartition classique, on aurait eu un échantillon de 62% pour la Flandre, donc sur les 600, on aurait dû interroger 372 entreprises en Flandre, 72 à Bruxelles, 156 en Wallonie. Si on avait fait ça, on perdait, en fait, on affaiblissait notre possibilité d'extrapoler, en fait, les résultats sur Bruxelles et sur la Wallonie. Qu'est-ce qu'on a alors fait? On a donné un poids plus grand à Bruxelles, sur les entreprises localisées à Bruxelles et en Wallonie, et donc on est
venu évidemment en contrepartie diminuer en fait le poids de la Flandre. Donc sur les 600, on avait un plan qui était d'interroger 200 entreprises en Flandre, 150 à Bruxelles et 250 en Wallonie. Et ensuite, pour l'exploitation des résultats, par contre, il y a un système de pondération qui se met en place de manière à redonner en fait à chaque entreprise le poids qu'elle occupe vraiment, à chaque région le poids qu'elle occupe réellement. Vous le verrez dans les tableaux qui vont suivre. Alors, l'enquête a eu lieu par téléphone avec la possibilité de répondre également en ligne. On avait laissé cette possibilité-là, ce qui n'était pas le cas en 2019, parce qu'effectivement, il est parfois très compliqué d'avoir les entreprises au téléphone et surtout les responsables d'entreprise. Et donc, il y avait des rendez-vous qui pouvaient être fixés par téléphone, etc. Mais effectivement, si à un moment donné, on se rendait compte que c'était compliqué, alors la ligne directrice était de pouvoir proposer un encodage en ligne de manière à évidemment essayer d'augmenter autant que faire se peut, le taux de réponse. L'enquête a eu lieu au mois de septembre, avec au final 605 entreprises qui nous ont répondu, 71% par téléphone et 29% en ligne, puisque l'idée était quand même de privilégier évidemment le téléphone. Alors, au niveau des résultats, donc moi je vais vous brosser un peu les grands résultats, mais bien entendu, vous allez pouvoir découvrir beaucoup plus, d'autres informations, notamment les comparaisons dans le temps et également plein de données sur les montants, les croisements par catégorie d'entreprises, de taille d'entreprise, etc. Je ne vais pas vous noyer, vous allez voir que déjà il va y avoir beaucoup de chiffres, pas d'interro à la sortie, je vous promets, mais beaucoup de chiffres quand même. Et donc, pour ne pas noyer trop le propos, l'idée c'était de se centrer sur les principales tendances, j'aurais envie de dire, et ensuite d'aller dans la publication plus loin. Alors, pour ceux qui sont un peu quanti, ne vous amusez pas trop à faire les additions de pourcentages, etc., et de dire il manque 1% par-ci, il y a peut-être 101% à un moment donné. Les arrondis ont fait que par moment, effectivement, on va avoir un petit différentiel de 1 maximum. 1% maximum, évidemment, et il y a en plus cet effet sur la pondération. Autre chose que j'avais envie de dire aussi, c'est que donc cette publication, elle sera disponible fin du premier trimestre 2026, à la fois sur le site de l'Observatoire des politiques culturelles, et c'est accessible gratuitement en ligne, mais également sur le site de Prométhea. Il y aura un lien qui va être fait pour que vous puissiez avoir évidemment accès à cette publication. Alors, au niveau des résultats, je vais donc vous proposer des indications autour du profil des entreprises qui ont répondu à notre enquête, sur leur politique d'entreprise, les caractéristiques des actions de soutien en 2025, un peu aussi leur avis en fait de comment tout ça a évolué depuis 2020 au regard de l'ensemble des événements, crise Covid et autres qui sont évidemment arrivés. Aussi un petit focus sur celles qui ne font pas de mécénat sponsoring. C'était intéressant pour nous aussi de pouvoir essayer de comprendre en fait pourquoi certaines entreprises ne souhaitaient pas ou rentrer dans ce type de démarche. Et puis une perception un peu globale sur action de mécénat et le tax shelter également. Alors, au niveau du profil des entreprises, donc là, vous voyez, le fait d'avoir remis cette pondération nous permet d'avoir au final la même répartition que ce qui est effectivement la répartition en Belgique, c'est-à-dire que nos 605 entreprises, vous le voyez là, les 605, eh bien j'en ai bien maintenant 62 en Flandre, 26% en région wallonne et 12% en région bruxelloise. Et en dessous, vous avez la répartition à la fois par taille, mais sur le total, évidemment, ça c'est la première colonne, et puis au sein des différentes régions. Voilà, avec une répartition évidemment assez, qui correspond fatalement à ce qui est au sein de la Belgique, puisqu'il devait être représentatif. Et donc effectivement, on a sur les 5 à 9, évidemment, un poids important des entreprises comptant entre 5 et 9 équivalents temps plein, et également 10-19. Donc en gros, et puis 20-49, donc en gros évidemment, ce qui est petite entreprise. Alors on a également la répartition des répondants, toujours les 605. Entre un croisement entre la région et le secteur d'activité. Il y avait là aussi évidemment une volonté de pouvoir avoir de l'information sur un ensemble évidemment de secteurs, donc qu'on va retrouver évidemment aussi dans la publication de manière aussi détaillée. Voilà, pas d'informations particulières à donner à ce niveau-là, puisque l'idée était que tout le monde soit
représentés. Alors, à qui est-ce qu'on a eu affaire dans les 605 répondants? Eh bien, on avait beaucoup, je dirais. C'était une filiale qui rapportait à la maison mère, hein, donc 42%, et puis on a eu directement le siège également, 32%. Ce sont des entreprises qui ont, je dirais, entre... on est des moins de 2 ans, on en avait très peu finalement, donc on a plutôt des entreprises qui sont assez bien établies en Belgique, hein, donc la moitié quasiment sont là depuis plus de 10 ans, ce qui permet aussi, voilà, ça c'est pas mal par rapport évidemment à la démarche justement de soutien. On a des entreprises qui sont déjà bien installées et bien rodées, que pour pouvoir aussi recueillir l'avis, et en même temps on a aussi des plus jeunes, et donc comme ça diversifie aussi les avis en fonction de l'ancienneté de l'entreprise. Alors, qui a répondu à notre enquête? Qui a-t-on eu en fait au bout du fil? C'est des profils assez variés, avec gérants, responsables de sponsors aussi, membres du conseil d'administration, responsables de la responsabilité sociétale d'entreprise, parfois la DRH, directeur financier et d'aucuns qui ne souhaitaient pas répondre. Et on a effectivement quand même une forte catégorie de autres, d'autres personnes qui ont dans l'entreprise évidemment pris la parole autour du mécénat sponsoring. Alors d'abord peut-être autour de la politique de l'entreprise, et notamment par rapport à cette démarche de politique de développement durable, RSE ou engagement sociétal. Donc on voit en fait 75% des entreprises ont formalisé ce type d'engagement. C'est évidemment 3 sur 4, c'est important. Et on se rend compte que cette démarche, elle est davantage mise en œuvre par les entreprises qui sont à Bruxelles, puis en région flamande et puis en région wallonne quand on croise avec la localisation géographique. Alors 62% des entreprises se disent concernées par la directive européenne de 2022 et dans ces entreprises, parmi ces 62% d'entreprises, 73% sont bien au courant que le soutien à la culture et au patrimoine peut être inclus dans le reporting qui est mentionné qui est impliqué par cette directive. Je ferai un petit lien après par rapport au soutien qu'on peut mettre en place, puisqu'on a effectivement un nombre important d'entreprises qui, si elles s'engagent dans ce type de politique, vont aussi soutenir des actions sponsoring et mécénat. Alors, je vous ai dit en introduction qu'il y a eu une volonté d'essayer de pouvoir un peu replacer la notion de mécénat, sponsoring, et donc l'idée c'est qu'une des toutes premières questions pour nos interlocuteurs, ça a été, voilà, il n'y a pas de cadre légal autour du mécénat. On va néanmoins vous donner 2 définitions, en fait, à la fois celle du sponsoring et celle du mécénat. Et sur base de ces 2 définitions, on aimerait savoir sur quoi vous vous positionnez comme type de démarche. Donc le mécénat a été défini comment? C'est un soutien matériel ou financier apporté par une entreprise à une cause d'intérêt général, sans contrepartie directe ou avec des contreparties disproportionnées. Le sponsoring était quant à lui défini comme une forme de partenariat où l'entreprise soutient un événement, une organisation, une personne en échange de visibilité et de promotion à hauteur des montants investis. Sur base de cette proposition, on se rend compte du coup que les entreprises nous disent, voilà, moi, donc un tiers des entreprises à peu près, nous disent, moi je fais du mécénat et du sponsoring. Puis on a 32% qui disent je ne fais que du sponsoring, et puis 19% qui disent moi je ne fais que du mécénat, et puis 16% qui disent en fait moi je fais ni l'un ni l'autre. D'accord, ça c'est les fameuses entreprises dont on va s'intéresser par la suite. On va faire un petit focus dans la suite de ma présentation sur ok, ils n'en font pas, du coup pour quelles raisons. Les autres on les a gardés. Donc il y a eu une volonté de garder tout le monde pour pouvoir justement analyser un peu quand on soutient des actions. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on a gardé tout le monde? Notamment parce que le tiers qui nous a répondu qu'il faisait du mécénat et du sponsoring, on ne connaît pas évidemment la part. C'est très compliqué pour eux évidemment d'évaluer cette part. Entretien, finalement, c'est peut-être 5% de mécénat et 95% de sponsoring. Et donc du coup, exclure uniquement celle qui disait qu'ils faisaient uniquement dans le sponsoring les 32%, on perdait évidemment un tiers de notre public. Ce n'était donc pas une clause d'exclusion de l'enquête.
Alors, le lien aussi, oui, ça je vais faire un petit lien, c'est que du coup, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un lien entre le fait de s'engager dans des actions de soutien et le fait d'avoir développé une démarche RSE, notamment, ce que je vous présentais juste avant, c'est-à-dire que dans celles qui soutiennent, 84% ont développé ce type de démarche, alors que dans les entreprises qui ne soutiennent pas, elles sont plus que 29% à avoir développé ce type de démarche. Donc on voit clairement le lien qui se passe entre les deux éléments. Alors, quand je soutiens des actions, vers quoi je vais? Eh bien, on a d'abord les projets sociaux, en fait. Donc c'est le bleu que vous voyez, parce que donc l'idée était aussi ici, c'est pour ça qu'on a le peut-être, parce que comme on a interrogé les entreprises en septembre 2025, l'idée était évidemment d'essayer de couvrir l'entièreté de l'année 2025, et donc de leur demander, tiens, est-ce que vous avez fait des actions ou est-ce que vous prévoyez de faire des actions, Donc l'idée était toujours d'essayer déjà de voir sur l'entièreté de l'année 2025. Et donc, on a le peut-être, évidemment, qu'il faut aussi tenir compte, bien sûr, mais il n'empêche que sur les actions qui sont déjà mises en œuvre, on se rend bien compte que les projets sociaux arrivent en première position et directement talonnés par la culture et le patrimoine classé. Ensuite, évidemment, il y a l'environnement, les projets humanitaires, le sport, la recherche scientifique et l'éducation également. Sur ces entreprises qui disent faire des actions, qui disent mettre en place des actions de soutien, donc on était à 508 entreprises, on en a 3 qui disent qu'elles n'ont rien mis en place pour 2025. Et donc, c'est vrai qu'on avait prévu, en fait, dans le questionnaire, pensant peut-être qu'il y en aurait eu plus, et tant mieux qu'il n'y en ait pas eu plus, mais pensant qu'il y en ait potentiellement, il pouvait y en avoir qui avaient arrêté, on avait également prévu tout un encart dans le questionnaire pour les questionner de pourquoi vous avez arrêté, et puis est-ce que du coup vous aviez soutenu en 24 ou est-ce que vous étiez déjà arrêté avant? Avec 3, évidemment, on ne sait rien dire grand-chose, donc évidemment, on n'a pas été plus loin dans les questions. Alors, quand je soutiens, qu'est-ce qui guide mon choix finalement? Pourquoi est-ce que je m'engage dans une procédure de soutien? Eh bien, c'est d'abord évidemment parce que les domaines que je choisis, en fait, sont en lien en fait, avec les valeurs de mon entreprise. Ça, c'est vraiment l'élément qui est le plus souvent cité. C'est une question à choix multiple, donc là, effectivement, l'addition fait plus que 100%. C'est un engagement personnel du dirigeant, c'est la deuxième réponse qui est la plus citée, mais également le fait que ça puisse répondre à des besoins autour de la région, de la commune, dans l'entreprise, là où l'entreprise est située. Ça peut être aussi lié évidemment à l'activité de la société et puis aussi une intervention finalement des choix qui sont guidés en fait par les collaborateurs. S'agissant des projets, on se rend compte qu'on soutient des projets qui sont davantage sur le plan local, régional, puis national et international. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que les entreprises, elles aiment soutenir des actions qui sont dans leur environnement proche, en fait. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est le tissu local qui en profite. Alors, lorsque j'investis en culture et patrimoine classé, j'investis dans quoi? Du coup, je soutiens quoi? Et donc là, là, on voit très clairement que l'ensemble des secteurs, en fait, sont concernés. Donc ça, c'est plutôt aussi très positif. Il n'y a pas un focus, pas un secteur qui est mis beaucoup plus en avant que tous les autres. Mais évidemment, c'est en fonction, avec des proportions quand même qui sont un peu différentes, mais diversifiées. Et donc, c'est le patrimoine classé qui arrive en première position, mais on voit que la musique le suit de très près. Les arts plastiques également, avec les arts de la scène. Et puis l'audiovisuel également, mode, édition, littérature, architecture et urbanisme. Et lorsque les entreprises investissent en culture et patrimoine classé, elles ont fortement tendance à impliquer leur personnel à 79% et les relations professionnelles également dans leur décision d'action de soutien. Alors, quand je fais des actions, donc toujours ici, je me focalise vraiment évidemment sur les actions de 2025. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je soutiens les différents secteurs, les différents domaines? Alors, le financier, le soutien financier arrive toujours en première position, mais si je le compare par contre par rapport à 2019, il perd en importance. Et il perd en importance au profit des deux autres. Donc, ce n'est pas que du coup, il n'y a plus de soutien, non. C'est que ce soutien, il va davantage se marquer aussi sur
un soutien en nature et produits. Donc cette fois-ci, 45% des entreprises disent qu'elles soutiennent de cette manière-là. Et compétences, qui reprend aussi, qui prend plus d'importance par rapport à l'enquête de 2019. Je diversifie ma manière de soutenir, donc je fais, c'est pour ça que de nouveau la somme fait plus que 100%, mais on constate que certaines entreprises vont se mettre sur un seul type de soutien. Donc on a 35% qui ne vont faire que du soutien financier, donc à peu près une sur 3, 23% qui disent je ne fais que du nature et produits, et 10% qui disent je ne fais que du compétences. Donc c'est quand même pas anodin non plus, certaines qui effectivement vont se focaliser sur un certain type de soutien. Alors, bien évidemment, nous avons posé la question à l'ensemble des entreprises qui soutenaient des actions, peu importe le type de soutien. C'était pour savoir quel pouvait avoir le rôle de la mise en œuvre d'un avantage fiscal pour le mécénat financier. L'objectif, il était double de cette question. C'était d'abord de s'intéresser, de savoir finalement dans les entreprises qui ne font pas de soutien financier, tiens, est-ce que ce serait effectivement un levier pour en faire? Et à celles qui font un soutien financier, c'est tiens, est-ce que ça vous donnerait davantage, envie de soutenir davantage? Donc vraiment, la question était posée en fonction du type en fait du soutien qu'on faisait. Donc est-ce que ça me donnerait envie de soutenir davantage, ou bien est-ce que ça me donnerait envie de soutenir et d'aller vers du soutien financier? Là, on voit que 73% des entreprises, c'est un vrai levier, cette idée de mettre en place un avantage fiscal. Ça jouerait vraiment un rôle pour ces entreprises qui soutiennent déjà, en fait, à soutenir davantage, ou en tout cas de soutenir dans le domaine financier. Donc là, on a effectivement quelque chose évidemment à creuser, mais c'était déjà le cas en 2019. Alors en 2019, on n'avait pas posé cette question-là de mémoire. On ne s'était pas spécialement interrogé sur l'avantage fiscal, pas de la même manière. Mais le chiffre était moins important. L'incitant n'était pas aussi prédominant. Oui, le levier est davantage présent cette fois-ci, en fait, par rapport à 2019. Alors, si j'analyse maintenant d'un peu plus près le soutien financier, eh bien, comment est-ce que je le mets en œuvre, ce soutien financier? C'est souvent directement vers le bénéficiaire, d'accord? Ensuite, ça peut être via une fondation, une autre structure dédiée et également une plateforme de crowdfunding qui est également utilisée. Je vais soutenir, alors là vous avez un graphique qui permet de voir un petit peu la répartition des entreprises en fonction du nombre de projets qu'elles soutiennent. Donc on voit qu'on va avoir, donc prenons le plus haut entre guillemets qui est le 20%, on a une entreprise sur 5 qui quand elle fait du soutien financier fait du soutien à minimum 5 projets. D'accord. Et donc là, vous avez la répartition. On a un total de projets soutenus qui est de 1281 projets en 2025, ce qui fait une moyenne de 4 projets par entreprise. Dans la publication, vous aurez évidemment aussi d'autres informations croisées avec le montant, etc. Et donc le budget qui est consacré pour soutenir ces actions, évidemment que là derrière on se doute bien que la taille de l'entreprise peut potentiellement jouer un rôle, donc il y aura des analyses qui vont être faites évidemment pour voir qui soutient en moyenne, quel est le montant moyen soutenu par type d'entreprise, par taille d'entreprise notamment. On peut parfois avoir des surprises positives et donc là on voit quand même, donc on est à 42% qui soutiennent avec minimum un budget de 10 000 à 50 000 et plus. Donc évidemment, c'est intéressant. Et en même temps, c'est tout aussi intéressant de voir que j'en ai 20%, c'est-à-dire 1 sur 5, qui soutient, même si c'est avec un budget moins important. Ça, c'est évidemment chacun qui fait en fonction évidemment des moyens qu'elle peut consacrer à ça. Donc il n'y a pas à mettre forcément en avant celles qui vont mettre beaucoup plus d'argent. Quand on fait déjà du soutien, c'est déjà très bien quand on s'engage. Alors, au niveau du soutien en nature et produits, cette fois-ci, qui, je vous le disais, prend plus d'importance par rapport à avant, on a 45% qui disent soutenir en nature et produits. Là, on leur a posé la question de savoir si elles valorisaient en fait cet apport, ce soutien dans les comptes. 78% le font. Parmi celles qui ne le font pas, les raisons invoquées, c'est que le fait que ce soit difficile en fait, à estimer, qu'il n'y a pas vraiment d'avantage fiscal, donc elles ne le font pas, et d'autres qui ne savent pas forcément comment faire pour valoriser dans les comptes. Et alors, ce qu'on a également posé comme question, c'est un peu de pouvoir évaluer,
tiens, si je fais du soutien financier et du nature et produit, donc là j'ai 92 entreprises qui se positionnent sur ces deux types de soutien-là, elles pourraient encore faire du compétence, hein, mais quand on les identifie, elles sont en tout cas sur ces deux soutiens-là. Eh bien, si elles sont sur les deux types de soutien, quand on leur demande finalement le budget en nature et produit, est-ce qu'il est plus ou moins important par rapport au budget qui est consacré au soutien financier, eh bien, on a 52%, la moitié, qui disent que le budget, il est plus important, voire beaucoup plus important, en nature et produit que ce qu'il n'est sur le plan financier. Pour 39%, c'est moins important, voire beaucoup moins important, et puis 9% qui n'arrivent pas forcément à évaluer cette correspondance. Le soutien en compétences, alors. Eh bien, le soutien en compétences, même question, c'est est-ce que je le valorise dans mes comptes? 3 sur 5 qui disent que oui, et 1 sur 4 qui dit que non. Et là, quelles sont alors les motivations? Là, c'est tiens, pourquoi est-ce que finalement j'ai envie de me lancer dans du soutien de compétences? Alors, la moitié d'entreprises vont nous dire, mais c'est parce que j'ai envie d'impliquer mes collaborateurs dans les actions qui sont menées par mon entreprise. Il y a également l'amélioration du bien-être au travail. Ça, je pense que ce n'est pas non plus négligeable. C'est économiquement plus abordable que le mécénat financier. Voilà, ça c'est intéressant aussi, évidemment, 42%. Ça renforce les liens avec les acteurs de la région, 41%. Ça, c'est aussi à souligner, d'où l'idée aussi qu'on s'engage dans évidemment des actions qui sont sur le plan local. Et le fait d'attirer des talents. Pas négligeable non plus, c'est de dire tiens, moi je vais faire du mécénat de compétences et je peux mettre ça en avant pour éventuellement, au moment de mes recrutements, mettre cette possibilité-là aussi et ça pourrait motiver évidemment des gens à venir travailler chez nous. Alors même type de comparaison, c'est 60 entreprises qui vont faire à la fois du soutien financier et du soutien de compétences. Elles peuvent aussi évidemment faire du nature et produit et se retrouver aussi de l'autre côté. Ici, si on isole ces deux soutiens-là, on va retrouver 60 entreprises qui sont sur les deux et à nouveau, un peu plus de la moitié qui disent que le budget qui est consacré quelque part au soutien en compétences, il est plus important, voire beaucoup plus important que le soutien financier. D'accord ? Donc on est vraiment sur deux types. Donc je veux dire, autant le soutien financier, c'est directement évidemment de l'argent, autant on voit que le nature et produit et le compétence, c'est aussi là derrière évidemment des budgets qui sont importants. Qui sont consacrés. Je dis ça par rapport au fait justement à la classification que je vous ai sur les budgets, sur une échelle de montant investi, sur le soutien financier. Ok, ça c'est que le soutien financier. Après, il y a aussi le nature et puis il y a aussi le compétence. Si je suis évidemment sur les trois, ce qui représente beaucoup plus que simplement évidemment ce tableau-là, ce graphique-là. Alors, compte tenu évidemment des événements qui ont lieu depuis 2020 et aussi parce que l'enquête précédente datait de 2019, il était important aussi d'un peu voir du côté des entreprises comment tout ça avait un peu évolué chez elles au niveau budgétaire par rapport au soutien, par rapport au budget évidemment qu'on pouvait consacrer à des actions aujourd'hui en 2025, compte tenu de tout par quoi on est passé depuis 2020, en fonction un peu des catégories. Donc là, on a mis donc le sport, culture et patrimoine, la solidarité, l'environnement et recherche scientifique et médicale. On leur a tout simplement demandé sur ces éléments-là de pouvoir se positionner. Tiens, en fait, depuis 2020, le budget que je peux consacrer à ce type de domaine, il est stable, en augmentation, en diminution. Les non concernés veut dire je n'investis pas, en fait. Donc 6% des entreprises en fait, ne sont pas dans le sport, enfin celles-là en tout cas, voilà, elles ont dit moi je ne suis pas concernée par ce type de soutien et donc elles se mettent évidemment par ailleurs sur d'autres domaines. La tendance qu'on observe, c'est un investissement qui est plutôt un soutien qui est plutôt stable par rapport à tout ce qu'on a enduré depuis 2020. On voit notamment dans la culture et patrimoine 39% qui vont nous dire qu'effectivement le budget est plutôt stable. On a 47% pour le sport qui arrive en première position, je dirais, sur la notion de stabilité. Mais du coup, évidemment, les autres pourcentages prennent le relais, c'est-à-dire qu'on va voir qu'effectivement, pour une entreprise sur 4, en culture et patrimoine, c'est en augmentation, en fait. La diminution, voilà, pour un peu moins d'entreprises. Alors, celles qui sont en augmentation et en diminution, non, c'est pour celle d'après, je vais trop vite. Donc, cette tendance, qui est une tendance observée entre 2020 et 2025, on a également en fait demandé, tiens, si
vous vous projetez, puisque je vous rappelle, on était en septembre 2025, on est évidemment en janvier maintenant, mais quand on les a interrogés, c'était de se dire, voilà, par rapport à pour 2026, le budget pour soutenir des actions, est-ce que vous pensez que c'est un budget qui va être en augmentation, diminution ou stable? Et donc, on a une tendance qui se confirme sur la stabilité, en tout cas, des budgets qui vont être consacrés en 2026 au mécénat sponsoring. On a 17% des entreprises qui nous ont dit que ça allait être en augmentation, 10% qui nous ont dit que ce serait en diminution. À ces entreprises-là, on leur a demandé, tiens, pourquoi cette décision? Et donc, c'est un changement dans la stratégie d'entreprise pour la moitié d'entre elles. Et c'est une modification, évidemment, temporaire du budget pour, je vais dire, 43%, l'autre tendance. Donc, voilà pour ce qui est de l'évolution, je dirais, par rapport à 2020. Alors, il est intéressant pour nous de pouvoir aussi porter une attention sur celles qui ne font ni mécénat, finalement, ni sponsoring, pour un peu comprendre le pourquoi du comment. Et donc l'idée, donc là on a 16%, je vous rappelle, par rapport à la première évolution. Donc on a, je ne sais même plus combien ça faisait d'entreprises, ça doit être dans mes notes quelque part, le 16% de 605. Voilà. Et donc les raisons invoquées, pourquoi est-ce que je ne fais ni mécénat ni sponsoring? C'est un manque d'intérêt qui arrive en première position, évidemment les moyens financiers qui arrivent en deuxième position, le manque de connaissances, d'informations, et le manque de temps pour mettre en place ce type d'action, là on est à 14%. Donc ben voilà, le manque de connaissances, d'informations, c'est intéressant. Ça veut dire qu'effectivement là il y a du potentiel. Si on va vers ces entreprises, il y a sans doute effectivement moyen aussi de les intéresser. Vous le verrez d'ailleurs sur les incitants dans le graphique qui suit. Et là aussi on s'est dit, ben tiens voilà, on va quand même leur poser la question à elles aussi finalement sur cet incitant financier, que pourrait constituer la mise en œuvre d'un avantage fiscal pour le mécénat financier. On est sur des résultats évidemment moins flagrants que ce qu'on pouvait observer, mais n'empêche 36% qui vont nous dire bah oui ça peut être un levier important, voire un levier très important. Et puis on a là de nouveau un tiers aussi qui va nous dire c'est ni important ni pas important. Donc on est vraiment sur une répartition presque un tiers entre oui ça va m'intéresser, bof je ne sais pas encore trop ou non pas vraiment. Donc voilà, donc il y a matière encore à évidemment travailler avec ce type de cible aussi. Alors quels peuvent être les autres, au-delà de l'incitant que peut constituer un avantage fiscal, quels pourraient être en fait d'autres éléments incitatifs pour faire du mécénat? Donc là, je vous mets plein d'infos du coup, donc c'est évidemment toute une série de modalités qu'on leur a proposées, donc c'est pas une question ouverte sur laquelle on a fait une analyse a posteriori, c'est vraiment une liste de réponses. La toute petite partie bleue, c'est quand ils sont tout à fait d'accord sur le fait que ce soit un incitant, le plutôt d'accord en orange, et puis on est sur une position centrale, et puis plutôt pas d'accord, et pas du tout d'accord, et les sans-avis. Et donc, ce qui nous intéresse, je dirais, c'est de voir un peu la partie bleue et orange. Et là, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, je vois que, notamment, je l'avais remis en deuxième position, 47%, c'est-à-dire ici, vous voyez, c'est le fait que qu'on leur explique plus en détail l'intérêt et les bénéfices associés à une telle démarche. Donc 47% nous disent ça pourrait être un incitant effectivement pour pouvoir faire du soutien à l'égard de toute une série d'actions. Voilà, ça c'est plutôt un résultat positif pour Prométhea, qui est de dire il y a du boulot. Voilà, donc il y a encore du boulot. Il y a des choses qu'on peut encore faire, donc c'est bien. C'est-à-dire qu'effectivement, la source n'est pas tarie. Donc il y a encore des choses à faire. Donc ça c'est bien. Donc plein d'incitants, voilà, sur lesquels ils peuvent évidemment se positionner aussi. Alors c'est intéressant, je trouve. Enfin voilà, il y a plein évidemment de choses qui sont intéressantes dans ce type de résultats, mais je trouve que 35%, c'est-à-dire plus d'un tiers, qui disent en fait si les salariés le demandaient, je pense que ça pourrait être un incitant. C'est pas négligeable non plus de se dire tiens à un moment donné l'entreprise pourrait aussi être à l'écoute de ses salariés. Et donc si on fait remonter l'information, il est possible du coup que ça motive évidemment la direction. Tout ça n'est pas sans lien évidemment avec d'autres types de résultats qu'on peut voir par ailleurs. Alors,
De manière globale, alors, question posée évidemment ici à l'ensemble des entreprises, c'est pour ça que je le rappelle ici, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était vraiment sur celles qui ont soutenu des actions. Ici, c'était de pouvoir poser la question à l'ensemble des personnes interrogées, qu'elles aient soutenu ou pas, donc on regroupe cette fois-ci tout le monde de nouveau en fin de parcours. Pour toute une série de petites questions autour notamment mécénat collectif, mécénat de compétences, le tax shelter et puis la connaissance par rapport à Prométhea. Et donc, est-ce qu'elles ont déjà entendu parler du mécénat collectif? Alors au départ, dans l'enquête, on ne donne pas la définition. On leur demande, tiens, voilà, est-ce que vous avez déjà entendu parler du mécénat collectif? Il y en a 48% qui disent que oui, 52% qui disent non. Ensuite, on donnait la définition. D'accord, en disant, voilà, en fait, le mécénat collectif, ça permet le financement de projets culturels suite à la décision de plusieurs entreprises d'unir leurs forces, en fait, pour pouvoir soutenir des projets qu'elles définissent en commun. Sur cette base-là, est-ce que vous confirmez ou pas, effectivement? Et là, on voit que 41% des entreprises disent qu'elles adhèrent déjà, en fait, à un mécénat collectif, 56% ont l'intention de le faire, et 3% seulement disent non, en fait, on ne va pas forcément aller vers ça. Et dans celles, par contre, qui disaient ne pas avoir entendu parler du mécénat collectif, c'est de voir, évidemment, ok, elles ne le connaissent pas, maintenant elles ont la définition, tiens, est-ce que du coup, il y aurait un petit quelque chose à creuser là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un intérêt finalement pour ce type de démarche? Et là, on a sur la moitié du coup qui disent probablement, certainement, et puis l'autre moitié, il y a les sans-avis, et puis ceux qui se positionnent très clairement pour dire soit certainement pas, soit probablement pas. On est à 31% sur les deux, et puis ceux qui sont encore un petit peu indécis. Donc là, à nouveau, une potentialité évidemment de pouvoir progresser, de pouvoir aller vers celles qui pensent pouvoir aller vers du mécénat collectif, pourquoi pas. Et là, ça regroupe vraiment l'ensemble, c'est-à-dire celles qui soutiennent déjà et celles qui ne font jamais de démarche. Même question pour le mécénat de compétences, avec évidemment le petit bémol, la petite astérix importante, puisqu'évidemment, on ne s'est pas amusé à reposer la question à ceux qui faisaient déjà du mécénat de compétences. Donc évidemment, là, on réduit le scope à ceux qui soit font du soutien, mais pas du soutien de compétences, donc financier et en nature et produit, ou en nature et produit, et celles qui ne font pas du tout de soutien, qui ne se sont pas engagés dans des démarches de soutien. Et là, pareil, c'est tiens, est-ce que vous avez déjà entendu parler du mécénat de compétences? Oui, pour 39%, non pour 61%. Et dans celles qui connaissent déjà, donc mécénat de compétences, évidemment, de nouveau défini comme le fait d'offrir aux collaborateurs de l'entreprise de s'impliquer sur base du volontariat et sur leur temps de travail dans des organismes d'intérêt général en prêtant leurs compétences à une structure associative. 44% disent qu'elles adhèrent déjà à un mécénat de compétences, 50% ont l'intention de le faire, 6% déclarent ne pas avoir l'intention de le faire. Et puis le non, qui est, y a-t-il un intérêt pour ce type de soutien? Et là, à nouveau, ici, je suis la moitié, donc c'est aussi de nouveau, c'est à peu près équilibré par rapport à ce qu'on a vu pour l'autre question, qui est, tiens, en fait, la moitié disent probablement ou certainement, je pourrais me lancer dans ce type de démarche. Autre deux dernières questions, alors, c'est évidemment, on n'est pas passé à côté non plus du tax shelter, et donc on a 27 entreprises qui disent avoir déjà soutenu des projets culturels via le tax shelter. Dans quoi? Alors là, les trois possibilités sont toutes les trois en fait sollicitées par les entreprises donc qui vont aussi bien dans le gaming que dans les arts de la scène que la production audiovisuelle. Donc il n'y en a pas un qui remporte le gros lot. 42% envisagent de le faire et 31% disent qu'elles ne sont pas intéressées par ce type de soutien. Et une dernière question autour évidemment de la connaissance de Prométhea. 32% des entreprises disent oui, on connaît bien Prométhea et parmi elles, 8% se disent membres de la SBL. Donc nous évidemment ici sur le plan scientifique, c'est se disent puisque ça reste du déclaratif évidemment de l'entreprise et qu'il n'y a pas un lien pour aller vérifier puisque ce sont des enquêtes qui sont évidemment anonymes. Donc pour recueillir évidemment un maximum de réponses. Eh bien voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, voilà.